Bonjour à tous. Bonjour d'être présent à ce webinaire sur la cohorte 4 du programme d'appui à la productivité. Bonjour, Dr Traoré, notre formateur de ce jour. Je voudrais tout d'abord, avant de commencer, dire merci à tous les participants et aux formateurs Dr Traoré d'être présents au nom de M. le Directeur Général, M. Sanou Bamba, DG de l'agence Colva PME, et vous réitérer nos remerciements et notre engagement pour des PME en croissance, pour des PME véritablement en développement. Nous sommes réunis dans le cadre du programme d'appui à la productivité, le PAP dont je suis le chef projet. Je suis Paul Douran, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ce programme a débuté en octobre 2019 et il prend fin en septembre 2021. Il a possible donc 700 PME que nous devons accompagner à la création des valeurs et des richesses afin d'améliorer 1200 emplois existants et d'en créer 1050 nouveaux emplois, et d'en créer 1050. Pour ce faire, nous avons procédé par diverses articulations, à savoir des formations, comme celles que nous allons avoir ce matin, et également des accompagnements in situ, afin d'améliorer les pratiques de gestion de pratiques d'affaires des différentes PME qui sont concernées par bénéficiaires donc, de notre programme. Et dans ce contexte, nous avons donc sélectionné des consultants, dont Dr Traoré Ahmed, qui est notre spécialiste expert du cabinet Invest Conseil, qui ce matin va nous entretenir sur le management opérationnel dans une petite et moyenne entreprise. Pour rappel, comme j'ai l'habitude de le dire, Dr Traoré anime des formations en ligne et des spécialistes seront chez vous en entreprise afin de faire la mise en œuvre pratique de tout ce que vous apprenez durant nos différentes sessions de webinaire. Donc, il est très important de les suivre afin que l'implémentation in situ dans vos différentes structures soit plus aisée et plus compréhensible par vous et vos différents staffs. Donc, je vais laisser la parole à Dr Traoré pour nous faire sa présentation. À la suite, nous aurons des questions et réponses qui seront coordonnées par notre cellule de communication et on va se quitter avec le programme de la semaine prochaine. Merci à tous. Merci d'être présents. Docteur, vous avez la parole. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à M. Ngoran pour cette introduction. Donc, comme il disait, je suis Dr Ahmed Traoré, je suis consultant en organisation, capital humain et digitalisation des entreprises. Et donc, j'interviens dans le cadre du programme PAP dans cette cohorte sur tout ce qui est formation en lien avec la gestion des ressources humaines. Donc, nous avons déjà eu 3 séances qui nous ont permis de comprendre un peu les organisations, de comprendre un peu les obligations des entrepreneurs ou des employeurs. On a vu également les aspects liés à la gestion des conflits selon le Code du travail, mais également aussi la mise en place des comités de santé et sécurité au travail. Et donc, aujourd'hui, on va aborder un aspect qui est, je dirais, une des valeurs intrinsèques du manager ou du gérant de PME. Donc, on appelle le management opérationnel. Et donc, le management opérationnel, si vous voulez, c'est l'ensemble des activités ou des actions que vous serez amené à poser ou à diriger dans votre organisation et qui vous permet de coordonner l'activité pour pouvoir produire des biens et services que vous mettez à la disposition des clients pour leur satisfaction. Le management opérationnel, il met beaucoup plus l'accent sur les hommes et sur les processus parce que l'un des constats qu'on a eu à faire dans notre parcours de consultant, c'est que lorsqu'on crée une PME, lorsqu'un porteur de projet a une idée et qu'il la concrétise à travers la création d'une PME, il met beaucoup plus l'accent sur la production. Il met l'accent sur, on va dire, le commercial dans la relation clientèle, ce qui est bon en soi, mais ce n'est pas suffisant pour avoir une PME pérenne, une PME viable à long terme. Pour qu'elle soit viable à long terme, il faut à la fois allier les exigences commerciales ou les exigences de business ou de chiffre d'affaires avec les exigences de gestion des hommes, de gestion du capital humain, de gestion, on va dire, de la psychologie de vos collaborateurs qui vous permet justement de pouvoir soutenir l'activité de production et de pouvoir satisfaire votre clientèle. Et donc, en tant que porteur de projet, en tant que gérant de PME, l'un des éléments auxquels vous faites face est souvent où vous n'êtes pas vraiment bien préparé, c'est sur la gestion des hommes. Comment vous gérez vos hommes au quotidien?
comment vous gérez la coordination des processus et des tâches au quotidien. Donc aujourd'hui, cette formation doit nous permettre justement de pouvoir, on va dire, parcourir quelles sont les différentes actions en tant que manager opérationnel, quels sont les éléments sur lesquels il faut mettre l'accent, il faut prendre conscience des déficits qu'on a ou des carences qu'on a et pouvoir les corriger justement pour pouvoir être un manager, on va dire, efficace pour d'abord son business, mais également pour ses collaborateurs. Donc, la séance de ce matin nous permettra donc de pouvoir, on va dire, parcourir d'abord, quels sont les principaux rôles du manager de proximité. Donc, comprendre la fonction du manager de proximité. Le manager de proximité, quel est son contenu? Vous, en tant que porteur de projet, en tant que gérant de PME, quel type de leadership vous devrez avoir, donc le leadership managérial? Et puis, éventuellement, à la fin, quels sont les domaines de compétences qu'on devrait approfondir pour être un bon manager opérationnel ou pour être un bon manager de proximité? Et donc, si on revient sur la généralité, sur le management, que certains ont dû faire ou certains n'ont pas pu le faire, c'est de savoir c'est quoi un manager. Et au quotidien, on entend souvent « je suis un manager » ou alors « j'ai nommé un manager », mais la vérité, c'est quoi un manager? Qu'est-ce qui est dans cette terminologie? Comment est-ce qu'on doit la comprendre et surtout comment est-ce qu'on doit l'opérationnaliser? Donc, le manager ici, c'est un membre d'une organisation qui a en charge une de ses parties, donc pour laquelle il engage sa responsabilité sur un ensemble d'objectifs et au sein de laquelle il exerce nécessairement une activité de commandement sur un nombre de salariés plus ou moins étendu. Donc, ça veut dire que pour qu'on considère une personne comme manager, il doit d'abord être membre d'une organisation, donc dans votre cas, membre d'une PME. Il doit avoir sa responsabilité engagée sur un ensemble d'objectifs, donc dans la production, dans la commercialisation, dans la gestion financière. En tout cas, il faut qu'il y ait un certain nombre d'objectifs pour lesquels il est responsable. Et puis, troisième élément, il faut qu'il soit en position de commandement, je dirais, ou en position de responsabilité par rapport à un certain nombre de collaborateurs. Donc, lorsque ces trois aspects sont réunis dans la fonction d'un individu, on dit alors que cet individu a été manager. Donc, le manager peut être soit le porteur de projet, donc le gérant de la PME, ou alors ça peut être une personne déléguée, justement, à qui il a confié des responsabilités. Et sous cette personne, il y a des personnes qui relèvent et donc qui obéissent ou alors qui prennent des instructions. On distingue en général trois types de managers, okay? Ou alors trois niveaux de management. Donc, que ce soit dans votre PME, que ce soit dans une grande entreprise, que ce soit dans une moyenne entreprise, il y a trois niveaux de management qu'on distingue. On a d'abord ce qu'on appelle le management de proximité. Donc, celui qui est au contact, on va dire, avec les collaborateurs au quotidien, donc qui donne des ordres, qui surveille et qui coordonne. On a le manager intermédiaire ou le middle management. Donc, tout ce qui est, on va dire, en général, les directeurs, donc les chefs de département. Et puis, on a le manager dirigeant, donc celui à qui, on va dire, appartient la boîte, celui à qui appartient la PME. Lorsqu'on lance une PME au départ, on n'a pas beaucoup de collaborateurs. On a une organisation qui est assez light, qui est assez légère. Et donc, il peut arriver que le porteur de projet, le gérant de la PME ou le gérant de l'entreprise soit à la fois le manager dirigeant, le manager intermédiaire et le manager de proximité. Et c'est au fur et à mesure, lorsque votre PME ou votre organisation prend du volume en termes d'activité, en ce moment-là, vous pouvez vous détacher progressivement du rôle de manager de proximité ou de manager intermédiaire pour occuper pleinement celui de manager dirigeant. Mais lorsqu'on est une petite PME où on a 2-3 personnes, comme on le voit souvent et avec lesquelles on échange sur cette même plateforme, on est à la fois le manager dirigeant, le manager intermédiaire et le manager de proximité. Le management, on l'a tous appris à l'école, donc on va peut-être faire un tour d'horizon rapide pour voir comment est-ce que le management a évolué. Cette partie est importante parce qu'elle va mettre en exergue aussi le niveau d'évolution de votre PME, de votre organisation, que vous pourrez situer éventuellement dans le temps de l'évolution du management en tant que tel. Et surtout, voir qu'est-ce qui a changé dans cette perception des organisations, qu'est-ce qui a changé dans cette façon de voir la gestion des hommes et des processus. Au départ, on va dire le management, on ne dira pas qu'il est né, mais il a été conceptualisé
Lorsque aux États-Unis, un ingénieur mécanicien met en place ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Donc, il s'est dit que pour qu'on puisse produire vite, et c'est dans le cadre de l'industrie automobile, il faut séquencer le travail. Il faut faire en sorte qu'il y ait un top management qui donne des instructions et un down management ou des down employee qui reçoit les instructions et qui les applique sur la chaîne de production. Donc ici, on est dans un management beaucoup plus avec Taylor, donc dans l'organisation scientifique du travail, où on parle de verticalisation de la direction. Donc les managers sont chargés de planifier et les ouvriers sont chargés de pouvoir appliquer ou de pouvoir exécuter les instructions qui leur sont données. Donc rien n'est fait au hasard. On parle alors d'organisation scientifique du travail parce que le travail est séquencé, il est découpé et chacun a à faire une seule tâche pour qu'en bout de compte, on puisse obtenir le produit final. Donc, dans un tel type de management, l'information part du haut vers le bas, les managers dirigent, donnent des instructions et les ouvriers ne font qu'exécuter sans qu'il y ait forcément leur mot à dire dans cette organisation. Ensuite, on part de l'organisation scientifique du travail, on arrive avec Henry Fayol sur un modèle beaucoup plus administratif du management, beaucoup plus administratif de la façon de gérer les hommes. C'est en ce moment que vous avez le fameux POCD où on parle beaucoup de planifier. Donc, le manager ou le management ici est chargé de planifier, est chargé d'organiser, est chargé de commander en griffe, est chargé de coordonner, est chargé de contrôler. Donc, ici, on part d'une organisation très séquentielle, donc scientifique du travail, et une organisation beaucoup plus administrative. Donc, il va y avoir des personnes qui sont chargées de la planification, des personnes qui sont chargées de l'organisation, des personnes qui peuvent être chargées uniquement que de coordonner ou de contrôler. Donc, on a beaucoup plus toutes les fonctions qu'on a aujourd'hui, qu'on retrouve, nous avons les fonctions de finance, les fonctions de contrôle, les fonctions de production et autres. Ensuite, on passe à une troisième phase du management dans l'histoire du management où on voit apparaître ici maintenant ce qu'on appelle le facteur humain. Donc, avec Taylor, on met l'accent beaucoup plus sur l'organisation du travail, les processus. Avec Fayol, on met l'accent sur l'organisation administrative du travail, avec des fonctions de contrôle, de planification et autres. Et puis, on progresse vers une approche beaucoup plus humaine du travail, où on se dit que les ouvriers ne sont pas une machine. Donc, c'est un groupe social qui a besoin qu'on prenne en compte justement ses sentiments, qui a besoin qu'on prenne en compte justement sa psychologie et qu'on prenne en compte le fait qu'il a des besoins, il a des attentes vis-à-vis de l'organisation. Donc, en ce moment-là, les aspects liés à la motivation des individus deviennent alors un facteur ou un intrant important dans la gestion des hommes. Donc, on se rend compte en ce moment-là que les aspects financiers du moins, n'est pas seulement l'aspect le plus important, mais il y a également d'autres éléments comme la liberté dans l'organisation du travail, comme la communication, comme tout ce qui est lié à l'aspect social qui permet justement à l'homme de se sentir, on va dire, épanoui dans un environnement de travail. Donc, l'homme n'est plus vu ici comme un facteur uniquement de production ou un facteur, on va dire, utilisable et jetable comme une machine, mais on prend en compte ici son intellect, on prend en compte sa psychologie dans la façon de concevoir le travail, dans la façon même de mener notre organisation. Ensuite, on a dans cette réflexion-là, dans cette discussion qu'il y a sur l'homme en tant que on va dire, facteur humain à part entière et de façon distincte par rapport au facteur capital, au facteur outil de production, il y a un débat qui se fait sur comment est-ce qu'on doit diriger l'homme. Est-ce qu'on doit avoir un management autoritaire, donc où on impose tout à l'individu, ou alors on doit avoir un management participatif où on prend en compte son avis, ses attentes dans la façon de structurer le travail. Et donc, ce débat-là va se faire pendant plusieurs décennies. Et donc, l'un des acteurs ou des auteurs qui a essayé de synthétiser ce conflit, mais cette dualité, c'est MacGregor, qui a postulé les théories X et Y. Et donc, selon MacGregor, il note que la théorie X, en tout cas ceux qui sont des fervents partisans de la théorie X, eux, ils disent que l'homme est un fainéant, l'homme est fainéant. Il est peu ambitieux, donc il a besoin d'être dirigé, voire sanctionné pour qu'il puisse produire. Il y a des gens qui sont dans cette vision du management jusqu'à présent.
Et même dans les PME, on le rencontre très souvent où les porteurs de projet ou le gérant a l'impression que ses collaborateurs ont besoin d'une seule chose, c'est d'être poussés pour qu'ils puissent produire. Parce que s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas être capables d'atteindre les objectifs. Est-ce que cette approche est forcément la bonne? Je ne saurais le dire. Il y a également les penchants de la théorie Y qui disent que non, les employés sont motivés non seulement par les besoins matériels, dont tout ce qui est salaire et autres, mais aussi par des besoins qui sont dits de niveau supérieur, tels que l'estime de soi ou encore le sentiment d'accomplissement ou l'épanouissement professionnel. Donc, en ce moment-là, on va rencontrer la pyramide d'Abraham Maslow qui spécifie les besoins des individus en fonction, on va dire, de leur niveau d'accomplissement. Donc, si vous avez des collaborateurs, par exemple, qui sont beaucoup plus en début de carrière, ils vont avoir des besoins beaucoup plus primaires, donc des besoins physiologiques, besoin d'avoir un salaire pour pouvoir se sécuriser dans un logement, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir s'habiller. Mais si vous avez des collaborateurs qui ont beaucoup plus d'expérience, donc qui sont aguerris dans la fonction, en ce moment, on va aller beaucoup plus sur l'estime de soi, la reconnaissance et l'épanouissement professionnel. Donc, ces deux tendances-là, qui sont le management autoritaire, qui veut qu'il faut contraindre les individus produits versus le management par perception des individus dans la façon de les diriger, il y a ce débat qui persiste jusqu'à présent. Donc, vous, en tant que porteur de projet, en tant que gérant de PME, vous devez également vous situer dans ce débat, de voir quel type, vous, en tant que gérant, vous avez quel type de management vous avez aujourd'hui. Est-ce qu'il est autoritaire ou alors est-ce qu'il est participatif? Donc, pour voir également au niveau des résultats que vous obtenez au quotidien, est-ce que l'un par rapport à l'autre, qu'est-ce qui serait beaucoup plus profitable pour vous? La cinquième école dans l'évolution du management qu'on a, c'est celle d'Henri Misberg. Donc, on arrive ici vraiment dans la psychologie du travail. Donc, ici, on nous dit qu'il faut à la fois créer une convergence entre les impératifs, on va dire stratégiques, donc de production, de gains financiers, et les exigences humaines pour la réalisation des objectifs. Donc, être capable de concilier à la fois votre besoin de voir votre entreprise performer et les besoins, les attentes de vos collaborateurs qui cherchent à avoir un épanouissement à la fois financier, matériel, mais un épanouissement également social et psychologique au sein de votre organisation. Donc, à ce moment-là, on parle de management stratégique. Donc, comment est-ce qu'on arrive à traduire les objectifs stratégiques de notre organisation en objectifs opérationnels qui tiennent compte justement des attentes, des aspirations de nos collaborateurs? Donc, c'est un vaste débat qui se fait dans la littérature et dans la recherche sur le management. Et donc, il fait que le management n'est pas vraiment une science, on va dire, statique. Elle reste encore une science dynamique dans laquelle chacun des collaborateurs, chacun des gérants de PME, chacun des managers doit pouvoir se situer, mais surtout avoir la flexibilité de pouvoir choisir quelle approche est meilleure par rapport à nous et par rapport à la situation dans laquelle on se retrouve. Donc, le management, depuis Taylor à aujourd'hui, a évolué, mais chacune des attentes, chacune des perspectives a encore sa place dans nos différentes organisations. Il s'agit juste maintenant de travailler à adapter chacune de ces perspectives-là aux besoins de notre organisation, mais surtout pouvoir caler ça en fonction de l'étape ou de l'étape de progression, d'évolution de Alors, notre docteur, PME. Oui, docteur Traoré, oui. oui, apparemment, votre écran ne défile pas. Hein. C'est figé sur la première page, sur le visuel. Ah bon? OK. Oui, peut-être parce que essayez d'activer la modification, je ne sais pas. Je Les vais, panélistes en parlent un peu. OK. Donnez-moi un instant. Je vais juste... OK. Je vais juste refaire le partage, c'est mieux. Je vais arrêter le partage et je vais refaire le partage. Donc, vous me direz si vous arrivez à suivre avec ça. Toutes mes excuses, hein. Je suis en train de... Monsieur Ngora, est-ce que là, ça bouge? Oui, c'est bon, là, ça bouge. Ça OK. bouge, oui, c'est bon.
OK, parfait. Donc, aux participants, n'hésitez surtout pas si vous avez des observations à faire de le faire dans le chat et puis on se chargera de pouvoir suivre ça avec vous. Donc, juste peut-être pour reprendre cette partie-là avec vous, je vais la résumer simplement. Pour dire qu'aujourd'hui, le management a beaucoup évolué. Il y a des tendances au niveau du management qui existent depuis belle lurette, depuis Taylor. Et ces différentes tendances-là persistent jusqu'à aujourd'hui. Mais le plus important, c'est vraiment de ne pas être figé dans le débat sur le management. Il faut juste adapter, on va dire, le management à votre environnement, l'adapter beaucoup plus à votre PME, l'adapter beaucoup plus à l'étape d'évolution de votre organisation. Donc, j'ai dit qu'on est parti de l'organisation scientifique du travail avec Taylor où le travail était séquencé. Et le type de décision, le type de gestion, c'était que les managers prenaient une décision et ceux qui étaient en bas devaient appliquer. Ensuite, on est passé à la phase, on va dire, avec une situation administrative du commandement. Donc, on s'est dit qu'il fallait créer plusieurs fonctions dans l'organisation, donc des fonctions de planification, d'organisation, de coordination, de contrôle, donc qui permettaient à la fois de pouvoir gérer les activités de production, de pouvoir gérer les processus. Mais là encore, l'homme n'était pas encore au cœur du management. Le plus important, c'était la production. Et c'est avec, on va dire, l'école des relations humaines avec Elton Mayo où on parle de la en place des processus de production, mais il faut tenir compte des hommes qui y sont. Les hommes sont un facteur différent du facteur capital financier, différent du capital matériel. Il faut tenir compte de leur psychologie, de leurs attentes, de leurs besoins également dans la planification, dans la coordination, dans le contrôle qu'on fait dans notre organisation. Et donc, dans ce débat-là, il y a des tendances qui se sont dégagées. Il y a ceux qui disent qu'il faut, pour diriger les hommes, il faut les sanctionner, il faut les pousser, il faut les contraindre à pouvoir produire. Et il y a ceux qui disent non, à contrario, il faut plutôt tenir compte de leurs besoins, il faut tenir compte de leur épanouissement pour qu'ils soient motivés, qu'ils puissent produire. Donc, ce sont ces différentes écoles-là qu'on a aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, de plus en plus dans le management, on s'en va vers l'école qui dit non, on peut à la fois avoir des impératifs de production, donc des impératifs stratégiques par rapport au marché, mais également aussi pouvoir les concilier avec les exigences humaines de nos collaborateurs ou des facteurs humains dans notre organisation. Donc ça, c'est vraiment ça aujourd'hui, le management, le débat continue. Et donc, il continuera toujours tant qu'il y aura des hommes dans nos différentes organisations, sauf si peut-être à un moment donné, on arrive qu'à utiliser que des machines dans le cadre des outils de production. Donc, dans ce débat sur le management de façon générale, il y a plusieurs styles de management qui sont apparus dans la littérature. Donc, on va regarder ensemble un comparatif des différents styles de management selon Likert. Donc, il nous donne un peu des critères, on va dire, d'analyse des différents styles de management. Vous allez retrouver dans le management en général, dans les différents styles, le style directif, le style persuasif, le style délégatif et le style participatif. Donc, ils sont 4 styles de management avec des variances qu'on peut retrouver dans d'autres littératures, mais les 4 principaux styles, c'est directif, persuasif, délégatif et participatif. Et on va analyser ces styles-là au regard d'un certain nombre de critères, dont notamment la base de communication. Donc, quand on regarde par exemple le style de management directif, comme on le voyait avec, on va dire, Taylor et Elton Mayo, on était beaucoup plus ici dans les procédures. Donc, on dit, on met en place des procédures, les gens doivent respecter les procédures, point final. Il n'y a pas à sortir du cadre des procédures. Dans ce cadre-là, dans un tel type de management, la communication est beaucoup plus faible, puisque la communication part du haut vers le bas et il n'y a pas forcément de rétroaction du bas vers le haut. C'est des structures qui sont en général figées et strictes et les décisions relèvent du manager seul. Le manager, c'est quelqu'un qui est vraiment ferme, donc souvent on peut dire qu'il est autocrate. Et puis, on a un style de gestion qui est très structuré et un mode d'action qui est plutôt imposé. Quand on prend le style persuasif, donc, on est également toujours dans les procédures, mais on explique le bien fondé des procédures. On explique en quoi est-ce que les procédures aident à faire le travail. On explique surtout en quoi est-ce que les procédures peuvent nous aider à être performants. Donc, la communication ici est beaucoup plus forte. On laisse une forme d'autonomie aux collaborateurs, donc dans l'application des procédures, ils sont capables de pouvoir juger eux-mêmes de la façon dont ils vont pouvoir produire en utilisant les procédures. Les décisions sont prises par le manager, mais en prenant aussi l'avis
des collaborateurs. On fait une gestion beaucoup plus de groupe, on gère sur la mobilisation. Et puis, ce qu'on recherche beaucoup plus, c'est de convaincre les collaborateurs. Ensuite, on a le style délégatif. Ici, le manager, qu'est-ce qu'il fait? Il a confiance en ses collaborateurs, il a confiance en son équipe. Il essaie de mettre l'accent sur la performance d'équipe et sur la performance individuelle. Donc, la communication ici, elle est forte parce que le manager est amené à communiquer très souvent avec ses collaborateurs, à leur faire passer sa vision, à leur dire qu'il leur fait confiance et qu'ils sont capables justement de pouvoir relever le défi. Donc, l'implication et la responsabilisation des collaborateurs ici est beaucoup plus forte parce qu'ils sont au cœur de la gestion et on les consulte pour prendre des décisions. Donc, ici, on met l'accent beaucoup plus dans le style délégatif sur la responsabilisation des collaborateurs et on les associe à la prise de décision. Dans le style participatif, on travaille beaucoup plus sur l'analyse. Donc, le collaborateur, il y a ici une forme de, on va dire, de laisser faire parce qu'on lui fait confiance. On estime qu'il est capable de pouvoir travailler seul. On communique simplement notre vision, notre façon de voir le business et on met en avance la relation de confiance. On le consulte, certes, mais ici, le manager est beaucoup plus comme un leader dans le sens où il guide sans forcément, on va dire, contraindre les collaborateurs. On travaille sur l'implication des uns des autres et puis on laisse faire parce qu'on a confiance aux différents collaborateurs. Donc, voilà les 4 styles de management qu'on retrouve en général chez les individus ou alors dans les organisations. Il peut y avoir des variantes, comme je l'ai dit, mais ce sont les 4 principaux, du moins, styles de management qu'on a dans notre façon de gérer. Une fois qu'on a vu ça, c'est quoi un manager de proximité? Je l'ai dit tantôt, on a 3 niveaux de management dans nos organisations. On a le management de proximité, on a le middle management et puis on a le management dirigeant. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est parce que dans une PME, comme je l'ai dit, on est à la fois le manager dirigeant, le manager intermédiaire, le manager de proximité, mais beaucoup plus de proximité parce qu'on est au cœur de l'action, on est au cœur de l'action de production dans notre entreprise. Donc, en tant que manager de proximité, on a la responsabilité d'encadrer des subordonnés directs. Donc, c'est quelqu'un qui anime hiérarchiquement les équipes, les groupes de travail. Il cherche à digérer les informations reçues, d'où qu'elles viennent. Donc, ça peut être du marché dans notre cas. Et puis, il les met à la disposition de façon concrète au niveau de l'équipe. Donc, quand on est dirigeant de PME, qu'on a 2 collaborateurs, 3 collaborateurs, 10 collaborateurs, qu'on n'a pas encore une organisation grande où on va la structurer comme par direction, par service, en général, on est un manager de proximité. Donc, en fonction de notre vision, en fonction de comment est-ce qu'on perçoit notre positionnement dans le marché, on conçoit une stratégie qu'on partage avec nos collaborateurs et on essaie de voir comment est-ce qu'ils peuvent justement attaquer le marché avec. Donc, en ce moment-là, la fonction d'analyse des informations du marché est faite par le gérant qui, lui, va la mettre à disposition sous forme d'actions concrètes, sous forme d'actions terrain à pouvoir mener sur, on va dire, le marché pour pouvoir conquérir des parts de marché avec sa clientèle. Donc, le manager de proximité ici, il encadre des subordonnés, il anime une équipe de travail, mais c'est celui qui est chargé justement de traduire les informations reçues en interne ou à l'externe en forme d'action qu'il donne à ses collaborateurs pour justement engager le marché. Et donc, le manager de proximité, ici, c'est vraiment le premier niveau hiérarchique. Donc, ici, on n'est pas dans le stratégique encore, on est beaucoup plus dans l'opérationnel. Le management de proximité assure donc un rôle de circulation entre le sommet et la base en liant les équipes à la direction. Donc, il s'agit en quelque sorte d'un rôle délicat parce qu'ici, on a l'obligation justement d'être un peu équilibriste, donc de ne pas donner toute l'information, mais donner les informations qui permettent d'atteindre nos objectifs ou notre vision. Et dans ce rôle de manager de proximité, on a en général des défis au quotidien. Donc, ces défis-là, c'est d'abord la nécessité de gérer à la fois le rôle technique et managériaux. Donc, vous, en tant que gérant de PME, vous êtes à la fois en train de chercher des clients, mais en même temps à la fois en train de gérer la comptabilité, à la fois en train de gérer les ressources humaines. Donc, comment est-ce que vous arrivez justement à gérer à la fois ce rôle technique de production et ce rôle administratif ou managérial qui est la gestion au quotidien de votre PME? Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi que vous avez,
c'est la nécessité de contrôler l'activité de vos équipes. Donc, de vous assurer que les collaborateurs font effectivement ce que vous souhaitez qu'ils fassent pour atteindre les objectifs, donc en termes de productivité, en termes de respect des normes, en termes de respect des procédures, mais en même temps, vous avez l'envie de leur laisser un peu plus d'autonomie pour pouvoir vous consacrer à la stratégie. Donc, comment allier à la fois les exigences de contrôle qui prennent beaucoup de temps au quotidien et les exigences, on va dire, de prise de recul pour pouvoir travailler sur la stratégie en confiant beaucoup plus d'autonomie, en laissant de l'autonomie à vos collaborateurs. Le troisième défi que vous avez, c'est le défi de concilier à la fois la logique économique, donc parce que si le business ne marche pas, c'est vous qui allez payer le plus grand prix, ce sont vos économies, c'est l'avenir de vos enfants, de votre famille que vous mettez en jeu. Donc, comment vous allez arriver à concilier cette logique économique-là avec la logique sociale qui veut que vous preniez en compte des individus qui viennent chercher leur salaire, mais que vous devez motiver pour qu'ils puissent être beaucoup plus productifs. Donc, cette nature antagoniste-là de ces deux logiques-là, économique et sociale, crée des tensions en général en vous ou pour vous en tant que manager opérationnel et qui fait que souvent vous êtes amené à faire un choix, celui de la logique économique au détriment de la logique sociale. Donc, ce sont des défis auxquels nous devons prendre conscience, mais qui sont des défis qui sont normaux et donc pour lesquels, en tant que manager, on doit être capable de trouver les meilleurs aspects ou les meilleures approches, les meilleures pistes pour pouvoir performer ou pouvoir atteindre nos objectifs. Et donc, dans ça, les principaux, on va dire, les principaux facteurs de succès pour le proximité qu'on a, c'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce qu'on fait, au quotidien, ce sur quoi on doit mettre l'accent. Première des choses, en tant que gérant de PME, c'est d'organiser l'activité de l'équipe ou des équipes dans le but d'atteindre des objectifs fixés. Donc, au-delà de votre idée de business, au-delà de votre idée, l'une des compétences que vous devez rechercher, l'un des aspects importants dans votre défi quotidien, c'est d'organiser vos équipes. La semaine dernière, il y a une question qui a été posée pour dire, oui, mes commerciaux, je leur donne des objectifs, mais ils n'atteignent pas, ils n'attendent que leur salaire à la fin du mois. Et j'ai répondu pour dire, votre rôle, c'est de donner des objectifs à vos collaborateurs. Si vos collaborateurs, vous leur donnez des objectifs, vous les accompagnez, vous leur donnez des moyens qu'ils n'atteignent pas les objectifs, en ce moment, vous devez vous en séparer parce que ça devient négatif pour votre business. Ça fait partie de votre activité d'organisation. Il faut animer les équipes, il faut les motiver, il faut impulser une dynamique d'équipe. C'est vrai que c'est votre business, c'est vrai que vous avez mis vos économies, mais ceux qui vont vous permettre de pouvoir atteindre ce résultat-là, ce sont vos collaborateurs. Donc, il faut être capable de les mettre dans des conditions psychologiques favorables pour qu'ils soient engagés pleinement justement dans l'atteinte des objectifs de votre PME. Il faut également travailler à maintenir et à développer les compétences de vos collaborateurs. Et ça, c'est un aspect très important. En tant que PME, vous êtes dans un environnement qui évolue, qui est changeant et qui évolue même très vite d'ailleurs. Il faut que vous veillez à ce que vos collaborateurs, même si vous n'en avez qu'un ou deux, aient des compétences qui soient à jour par rapport à votre secteur d'activité. Et la plupart d'entre vous, vous cotisez, vous payez des impôts. Pour certains d'entre vous, vous payez le FDFP, qui est le Fonds de développement de la formation professionnelle. Vous pouvez justement utiliser ces fonds-là, même si ce n'est pas beaucoup, à partir du moment où vous cotisez, vous devez être capable justement de pouvoir demander des formations au FDFP. Au mieux, si vous ne cotisez pas, parce qu'il y a des PME en griffe, on va dire, qui trichent un peu, qui ne payent pas les impôts correctement, vous pouvez utiliser vos fonds propres pour former vos collaborateurs sur des technologies ou des façons de travailler qui peuvent être bénéfiques justement à votre activité. Il faut effectuer le reporting de vos activités. Vous savez, l'une des choses qu'on ne fait pas souvent, c'est que lorsqu'on donne des objectifs aux collaborateurs, on ne donne pas des indicateurs précis pour évaluer leur performance, alors qu'il le faut. Et justement, ces indicateurs-là peuvent être, on va dire, structurés, peuvent être inclus dans une forme de reporting. Donc, le reporting, c'est quoi? Le reporting sont des indicateurs de votre activité qui sont, on va dire, détaillés ou qui sont repartis entre vos collaborateurs et qui doivent vous remonter ces informations dans un délai précis pour que vous puissiez suivre non seulement eux, leur participation à l'activité, mais vous puissiez consolider tout ça pour voir si votre activité va dans le sens que vous souhaitez. Votre rôle également, en tant que manager de proximité, c'est de participer en tant que personne de ressources à des projets d'optimisation de l'organisation de l'activité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné,
vous devez prendre du recul en tant que gérant de PME pour réfléchir sur le processus, sur les outils et sur le système d'information de votre PME. Et ça, c'est très important. Parce que si vous gardez la tête dans le guidon, ça veut dire que vous êtes au focus sur production, sur client, et que vous ne travaillez pas sur le processus, sur la façon d'organiser votre business, à un moment donné, vous allez atteindre vos limites. Autre élément important en tant que manager de proximité également, c'est de travailler sur ce qu'on appelle la veille. Lorsqu'on est dans un marché, il faut se tenir informé de l'activité de nos concurrents, de l'évolution du marché dans lequel nous sommes. Parce que si on ne le fait pas, à un moment donné, soit on va être phagocyté par les autres, nos concurrents, ou alors on va produire des biens qui ne sont même pas, qui ne répondent même pas aux attentes de nos consommateurs, qui ont changé d'habitude, ou qui ont changé même de préférence en termes de produits. Donc, en tant que manager de proximité, on doit avoir cette activité de veille-là. C'est vrai qu'on va dire, on n'est que 2 ou 3 dans notre PME, dans un marché, on ne sait pas trop comment faire la veille, mais la veille, elle se fait de plusieurs façons. Simplement, il faut peut-être, je donne un exemple, il faut s'inscrire peut-être sur des pages ou des forums qui sont en lien avec notre activité. Donc, on va suivre les échanges pour voir comment est-ce que ça évolue. Il faut soit observer de loin les activités de nos concurrents à travers leurs produits, à travers leur stratégie de commercialisation de terrain, à travers leur chiffre d'affaires qu'ils publient chaque année. Tout ça sont des éléments qui nous permettent d'avoir des informations sur nos clients. Dernier élément que je voudrais aborder ici dans notre rôle de manager de proximité, c'est de coopérer avec le réseau de partenaires internes ou externes. Donc, dans votre cas, par exemple, en tant que PME, vous avez des partenaires beaucoup plus, on va dire, externes comme l'agence Côte d'Ivoire PME qui vous aide à structurer vos projets, qui vous aide à structurer votre organisation. Vous avez d'autres organismes également qui peuvent vous aider. Vous avez les impôts qui ont des services de conseil. Vous avez des cabinets privés qui peuvent vous aider à structurer votre activité, qui peuvent vous aider à vous donner de nouvelles idées, à innover dans votre façon de produire. Et donc, il faut que vous teniez compte de tout ça. C'est vrai qu'on dira que c'est beaucoup, mais votre rôle en tant que manager, si vous voulez justement que votre activité puisse prospérer et surtout être pérenne dans le temps, vous êtes obligé d'avoir plusieurs casquettes. Et ces casquettes-là, c'est celles-là que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. En tant que manager de proximité, souvent le débat se fait sur la différence entre un manager et un leader. Dans ma perspective des PME, le porteur de projet devrait être le leader. Donc, celui qui a la vision de son affaire, celui qui sait où est-ce qu'il voudrait porter son affaire et qui a besoin justement de ressources financières, de ressources humaines pour pouvoir porter son projet. Et la question qu'on se pose souvent, c'est que est-ce que cette capacité de leadership-là, qui est de porter une vision et d'amener les gens à pouvoir suivre votre vision, est-ce que cette capacité-là, elle est innée ou bien est-ce qu'elle est acquise? Ça, c'est un sujet de discussion. Pour ma part, j'estime que le leadership, il peut être à la fois inné, il peut être à la fois inné. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des prédispositions naturelles à pouvoir diriger des gens, à pouvoir apporter une vision, à pouvoir engager des gens dans leur activité. Il y a des gens aussi qui n'ont pas de façon innée, mais qui peuvent justement acquérir cette compétence-là en justement se formant à la communication, en se formant au style de management, en se formant à la psychologie sociale des individus. Donc, il leur permet justement de voir quels sont les leviers qu'il faut actionner pour motiver ou mobiliser un individu ou un groupe d'individus. Donc, le leadership, il est à la fois inné, mais il peut être également acquis. Mais le leadership, même s'il est inné, qui n'est pas encadré, qui n'est pas peaufiné, qui n'est pas développé, souvent, il devient un leadership négatif ou un leadership qui n'est pas productif. Donc, vous, aujourd'hui, en tant que porteur de projet, en tant que gérant de PME, votre responsabilité, c'est d'abord de voir est-ce que vous avez cette capacité d'influence naturelle là, sur vos collaborateurs sans les contraindre. Ou sans qu'ils voient, parce que vous êtes le boss, on va dire qu'ils exécutent vos instructions. Ou alors, de façon naturelle, vous avez une influence sur eux. Et ensuite, maintenant vient votre responsabilité en tant que manager qui est de pouvoir structurer votre organisation, de pouvoir donner des instructions pour l'atteinte des objectifs. Donc, ce débat-là, on pourra continuer à le faire si vous souhaitez dans des conférences ou alors sur des plateformes. Mais pour ma part, le leadership, il peut être inné pour des gens qui ont des capacités naturelles, ou alors il peut être acquis pour des gens qui apprennent les différents styles de management. Pourquoi est-ce qu'il est important de regarder ces aspects-là? C'est parce que
le leadership, il va au-delà du management, il va au-delà du manager. Le manager, son rôle, c'est beaucoup plus de gérer sur la base, on va dire, sur la base de procédures, de processus, d'objectifs à atteindre, alors que le leader, il va au-delà. Il emmène son équipe à transcender ses compétences, il amène son équipe à le suivre et à voir la direction qu'il voudrait donner à son organisation et qui fait que chaque sou qui est gagné, chaque bataille qui est gagnée sur le marché est vu comme un succès d'équipe, est vu comme un succès de tous les facteurs humains qui sont dans votre organisation. Et donc, nous, en tant que manager aujourd'hui, on doit être capable de dépasser notre condition de manager pour aller vers celui de leader. Donc, dans le passage d'un rôle de traditionnel de manager qui est important, mais vers un rôle maintenant de leader, il y a un certain nombre de choses à regarder. D'abord, si vous regardez, par exemple, le rôle traditionnel donc, du manager qu'il faut regarder, c'est gérer, c'est contrôler, on l'a dit, avec lorsqu'on regardait le management, montrer l'exemple par la technicité, la compétence, transmettre les directives, avoir des idées, demander à ses collaborateurs de justifier les activités, etc. Ce n'est pas mauvais, mais on dit maintenant il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà parce que si vous arrivez à engager les hommes dans votre projet, vous avez tout, vous allez pouvoir tout atteindre, vous allez pouvoir dépasser des sommets que vous n'avez même pas espérés. Donc, les rôles à promouvoir aujourd'hui dans votre activité de gérant ou de manager de PME, c'est de travailler sur tout ce qui est motivation, stimulation et coordination de vos collaborateurs, d'accompagner le développement des compétences de vos collaborateurs, de faire prendre des décisions par vos collaborateurs en leur faisant confiance, en leur déléguant des tâches, de faire émerger les idées de groupe, donc à travers, par exemple, des comités d'entreprise ou des brainstorming pour organiser vos collaborateurs, pour voir, leur demander simplement, aujourd'hui nous sommes dans un marché, voilà comment le marché se comporte. Selon vous, quels seraient les aspects, quelles sont les perspectives qu'on devrait beaucoup plus développer pour qu'on soit leader de notre secteur et permettre aux collaborateurs de pouvoir s'exprimer. Vous allez voir qu'il y a des aspects peut-être que vous n'avez pas vus, que vous n'avez pas perçus, qui peuvent être des idées intéressantes pour vous permettre de vous distinguer sur le marché. Il faut aider aussi les collaborateurs à résoudre leurs problèmes. Donc, soit en leur donnant des démarches scientifiques, des démarches appropriées de résolution de problèmes, ou alors en les coachant, les accompagnant dans la résolution de leurs problèmes au quotidien. Quelle différence est-ce qu'on fait entre le manager et le leader? Et donc, le manager, c'est vraiment celui qui vit dans le présent, donc qui coordonne, qui dirige, qui contrôle. Il est vraiment dans le présent, il est dans l'opérationnel au quotidien. Donc, il protège la stabilité, mais l'horizon du management, c'est vraiment sur du court et du moyen terme. Donc, c'est les gens qui sont profondément logiques et qui cherchent à savoir comment. Alors que les leaders se projettent dans le futur. Ils recherchent le changement et l'innovation. Ils sont passionnés d'avenir et puis ils sont profondément intuitifs. Ils cherchent à savoir le pourquoi. Donc, moi, aujourd'hui, la question que je me pose au quotidien, c'est comment parfaire mes capacités de management ou de manager pour arriver vers celui de leader. Ce qu'il faut savoir, et c'est ce que moi je pense, les capacités de management et celles de leadership, si elles vont ensemble, font de vous un dirigeant exceptionnel. Si vous arrivez à allier à la fois les capacités de coordination, de contrôle, de fixation d'objectifs, tout ça, à la capacité de pouvoir faire partager votre vision en tant que leader, vous êtes alors un dirigeant complet. Donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir vous-même faire votre bilan diagnostic. Il y a des tests psychotechniques qui existent en ligne pour savoir si vous êtes plus leader que manager ou alors si vous êtes plus manager que leader. Mais je veux dire, le plus important, c'est de voir quelles sont vos lacunes, quels sont les aspects que vous devez développer pour être capable d'allier à la fois les compétences de manager et la dextérité d'un leader qui fera de vous justement un dirigeant complet pour votre PME et qui vous permettra de pouvoir aider vos collaborateurs à transcender leurs compétences actuelles et qu'ils soient capables de pouvoir vous suivre dans votre vision, qu'ils soient capables de vous suivre dans votre rêve fou de devenir le leader de votre secteur d'activité. Donc aujourd'hui, vous, en tant que manager et gérant d'entreprise, de PME, vous devez être capable dans un bilan de voir à quel niveau de manager vous vous situez. En général, lorsqu'on a un manager de niveau, on va dire N+1, on est beaucoup plus dans la gestion au quotidien et le leadership n'est que de 10%. Donc, on n'est pas vraiment préoccupé par partager notre vision.
Ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus de coordonner les activités, c'est beaucoup plus de diriger, c'est beaucoup plus de donner des instructions et de faire des reporting pour voir si l'activité tourne ou pas. Lorsque vous passez à un niveau 2 du management, en ce moment-là, vous êtes à environ 60% de management, donc contrôle, planification, coordination, et vous avez environ 40% de leadership, ce qui n'est pas mauvais. Ça veut dire que vous arrivez à la fois à faire, mais à convaincre les gens à faire. Et le troisième aspect, que le niveau 3 du management, lorsque vous arrivez à cet aspect-là, vous êtes vraiment, on va dire, un motivateur pour votre organisation. Un motivateur pour votre organisation parce que vous pratiquez 70% de leadership. Donc, vous arrivez à engager, à mobiliser, à motiver vos collaborateurs vers la vision que vous voulez atteindre, mais cela ne vous empêche pas justement de faire du contrôle, la coordination de leurs activités. Donc, il faut que chacun de nous, dans notre réflexion, aujourd'hui, mais également dans notre réflexion sur notre profil, notre trajectoire de carrière en tant que gérant ou en tant qu'employé, qu'on se pose la question de savoir à quel stade de management nous sommes et quel est le stade de management vers lequel nous voulons tendre, et de voir s'il y a un gap et éventuellement de voir quelles sont les actions qu'on pourrait entreprendre pour pouvoir corriger ce gap-là. Et donc, la dernière partie que je vais voir avec vous ici, c'est les différents domaines de compétences qu'on devrait pouvoir cultiver, qu'on devrait pouvoir développer au quotidien dans notre façon de gérer les hommes. La première compétence qui est importante aujourd'hui, c'est l'efficacité relationnelle. Donc, en tant que gérant de PME, qu'on clarifie nos objectifs à long terme avec nos collaborateurs et qu'on hiérarchise les priorités, les vraies priorités pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Pour y arriver, pour clarifier ces objectifs à long terme, il faut être capable de définir de façon précise les tâches ou les comportements attendus pour chacun de nos collaborateurs, à travers la fiche de poste, à travers l'organigramme, à travers les procédures qu'on met en place. Deuxième élément, domaine de compétences qui serait bon de développer, c'est le partage des responsabilités. Donc, il faut savoir déléguer. Donc, il faut identifier le potentiel et les limites de nos collaborateurs, parce qu'on ne délègue pas à tout le monde non plus. Il faut déléguer à ceux qui ont le potentiel et les compétences qui peuvent leur permettre de pouvoir nous suppléer dans notre activité opérationnelle et qui puissent nous permettre, nous, de pouvoir de plus en plus nous diriger vers la stratégie, vers l'organisation, vers la planification. Le troisième élément, c'est le partage des compétences. Donc, il faut accompagner individuellement ses collaborateurs dans la durée. Donc, il faut être capable d'être au quotidien avec eux, d'être capable de faire des objectifs, de les évaluer et de les coacher au quotidien pour qu'ils soient beaucoup plus performants. Quatrième élément, c'est l'organisation du travail collaboratif. Donc, développer des pratiques de travail à distance, donc optimiser les réunions, traiter les objections des collaborateurs. Ici, à ce niveau, aujourd'hui, on a la chance, on va dire, chance en griffe, qu'avec la COVID, toutes les organisations sont en train de travailler, pour celles qui sont déjà prêtes, en tout cas, ou celles qui ne sont pas prêtes, sur le travail collaboratif. Donc, avec des outils digitaux qui nous permettent justement de pouvoir, on va dire, travailler ensemble sur des plateformes, pouvoir contrôler le travail des collaborateurs en ligne, et puis surtout de faire en sorte qu'on puisse promouvoir le télétravail. Donc, le télétravail dont on va dire les bienfaits sont connus, notamment la réduction des temps de trajet entre la maison et le bureau, qui est un stress pour la plupart d'entre nous, parce que quand vous tapez 1h30, 2 heures d'un embouteillage le matin et la même chose le soir pour venir au travail, c'est 4 heures de stress que vous vivez chaque jour et ça peut avoir un impact sur votre motivation et sur votre énergie au cours de la journée. Le télétravail permet également de réduire les dépenses, les charges de fonctionnement, parce que si les gens travaillent à la maison, on n'utilise pas le climatiseur au bureau, on n'utilise pas le téléphone au bureau. Donc, tout ça sont des choses qui sont à prendre en compte. Donc, il faut commencer à travailler, à promouvoir le travail collaboratif. Et puis, le cinquième élément, c'est de développer sa capacité de gestion multi-projet. Donc, développer son leadership dans le cadre d'un management non hiérarchisé, mais plutôt transversal. Donc, ça veut dire qu'en tant que gérant de PME, on doit être capable justement de pouvoir coordonner plusieurs choses à la fois, plusieurs projets, mais qui peuvent créer une chaîne de valeur dans notre organisation pour qu'on ait une plus-value. Donc, voilà un peu les différents éléments sur le leadership ou le management de proximité ou opération que je voulais partager avec vous. Il est clair que ce sont des aspects qui sont souvent théoriques, mais ce sont des aspects dont on doit prendre conscience et qu'on doit développer pour être capable d'attirer ou alors de mobiliser nos collaborateurs pour l'atteinte des objectifs de notre PME. Donc, voilà un peu, c'est la phase de questions qui vont me permettre peut-être de pouvoir donner des éléments de réponse à vos spécifiques,
vos préoccupations, on va dire, beaucoup plus importantes, qui sont relatives à chacune des PME que vous êtes. Donc, je passe la main à l'agence Côte d'Ivoire PME pour la gestion de la phase de questions. Monsieur Ngouran? OK. Oui, docteur, je suis là. Docteur, je suis là. OK. Oui, j'avais un souci pour activer mon micro. OK. Donc, vraiment, merci, docteur. Merci pour la présentation. Jean-Luc, la communication est un peu pris. OK. Je pense qu'il m'a... je vais essayer, hein, je ne suis pas trop habile là-dessus. Je pense qu'il m'a passé la main pour pouvoir laisser la parole aux différents intervenants. Donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser maintenant. En bas de votre écran, vous avez levé la main. Donc, vous cliquez là-dessus et puis on va vous passer la parole. Et ensuite, vous allez poser votre question. Ou encore dans le chat, vous pouvez aussi envoyer vos différentes préoccupations et questions pour qu'on puisse les transmettre à monsieur, à Dr Traoré, notre formateur. Merci bien. Il y a une question dans le chat Oui. de M. Kwaku. À quoi correspond le manager N+1? Voilà. Et donc, sur cette question-là, ce qu'il faut savoir, c'est que, M. Kwaku, les niveaux de management ici, c'est voir quelle est la proportion de vos tâches au quotidien qui sont en rapport avec le contrôle, la planification, la coordination, et quelle est la proportion qui est beaucoup plus de vos tâches au quotidien qui est en rapport avec la mobilisation ou la motivation de vos collaborateurs. Donc, être capable de leur faire comprendre que votre business est leur business et que si ça marche pour eux. Si ça marche, c'est qu'ils ont fait participer à l'écriture d'une histoire de succès pour demain. Comment est-ce que vous arrivez justement à les faire engager dans votre vision, dans votre projet d'entreprise? Et donc, les différents niveaux ici, c'est combien de temps vous passez dans l'opérationnel par rapport à combien de temps vous passez dans le stratégique. Donc, combien de temps à un niveau N+1, comme je disais, vous êtes beaucoup plus dans l'opérationnel que dans le stratégique. Au niveau N+2, vous commencez à faire 50-50 entre la tête dans le guidon, donc dans l'opérationnel et la réflexion stratégique. Mais comme vous êtes beaucoup plus au N+3, vous êtes beaucoup plus dans la réflexion stratégique que dans la réflexion opérationnelle. Ça correspond également aux 3 niveaux de management qui sont les managements de proximité, management intermédiaire et le management dirigeant. Donc, lorsque vous êtes dans le management de proximité à fond, vous êtes beaucoup plus ici dans le N+1. Quand vous êtes dans le middle management, vous êtes beaucoup plus dans le N+2. Mais quand vous êtes dans le style de management dirigeant, où vous avez délégué vos responsabilités, vous avez un style de gestion participatif, où vous êtes beaucoup plus ici dans la conduite de la vision de votre organisation. En ce moment, vous êtes dans le N+3. Voilà. Voilà, je pense qu'il y a une main levée. Il y a M. Kwaku, hein? C'est encore M. Kwaku. Okay. M. Kwaku Toto. Oui, veuillez activer votre micro. OK. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Kwaku. Oui, merci pour la formation. J'ai trouvé vraiment très intéressant. Ma question est, quel est le rôle du team building dans le management opérationnel? Si on veut parler de team building. Le team building, d'abord, il faut d'abord définir ce que c'est. Le team building, c'est les activités qui permettent d'asseoir ou d'instaurer l'esprit d'équipe dans une organisation. Et l'esprit d'équipe ici est très important aujourd'hui parce que cela permet de faire converger les efforts des uns et des autres vers un seul objectif. Okay. Donc, on part d'une organisation où chacun travaille de son côté en silo, mais dans une organisation où on regarde tous dans la même direction. Mais de façon plus pratique, c'est quoi? Lorsqu'on fait les activités team building, donc on arrive à instaurer l'esprit d'équipe auprès de nos collaborateurs, on arrive à casser tout ce qui est lié aux barrières personnelles, aux barrières de perception, et la collaboration devient beaucoup plus fluide et moins formelle. Et donc, en tant que gérant de PME, en tant que manager,
faire des activités team building, c'est intéressant parce que ça vous aide justement à créer une équipe qui forme qui regarde dans votre vision et qui est capable justement d'être un bouclier pour vous par rapport au marché. Donc, les activités team building sont très appréciées, très appréciables et il faut en faire quand on peut. Merci, docteur. D'accord, merci bien, monsieur Toto, monsieur Kwaku Toto. Je pense, docteur, on a une question dans le chat. Il y a monsieur Jaurès Bra. Je pense qu'il y a madame Fatoumata d'abord, je pense bien. Ah oui, il y a madame Fatoumata. Comment faire pour parvenir à être un manager leader? C'est ça. Pourriez-vous nous donner des astuces? Oui, madame Fatoumata. OK. D'abord, la première des choses, madame Fatoumata, moi, je pense qu'il faut d'abord se connaître soi-même. Ça, c'est l'un des premiers aspects lorsqu'on travaille sur le développement personnel. Se connaître d'abord soi-même. Et pour se connaître soi-même, aujourd'hui, il y a des outils qui existent qui vous permettent de faire des tests psychotechniques en ligne. Il y en a plusieurs. Moi, je vous conseille de taper sur Google, test de personnalité, test psychotechnique de personnalité. Vous allez avoir des tests qui sont gratuits. Faites votre test de personnalité d'abord. Il va vous dire quels sont vos points forts, quels sont vos points de faiblesse. Donc, ça veut dire que quand vous répondez à votre test de personnalité, là, n'essayez pas de tricher. Non, vous dites ce qui est exactement. Lorsque vous connaissez vos points forts, vos points faibles, vos centres d'intérêt, en ce moment, vous pouvez commencer à travailler sur vous. Vous allez savoir si vous avez une capacité beaucoup plus de manager, une capacité beaucoup plus de leader. Mais l'une des astuces, en dehors du test psychotechnique qui permet de vous connaître vous, si vous connaissez vos lacunes, en ce moment, commencez à travailler maintenant sur les points de faiblesse. Et en général, les capacités de leadership, surtout pour les gérants, ça beaucoup plus dans la façon de diriger, de communiquer avec vos collaborateurs. C'est comment vous arrivez à faire engager vos collaborateurs dans votre projet. Il y a plusieurs techniques en général. C'est les techniques de communication, très souvent, des techniques de compréhension de vos collaborateurs, des techniques de planification. Mais moi, la première des choses, en termes d'astuces, première des choses, vous connaître vous-même. Faites votre test psychotechnique. Et lorsque votre test psychotechnique va dégager les aspects à améliorer dans votre personnalité pour être leader, en ce moment, vous commencez à travailler sur ces aspects-là jusqu'à vous parfaire. Donc, ça, c'est vraiment parce que je ne peux pas vous donner une démarche typique dans le sens où les démarches sont adaptées en fonction des personnalités des uns et des autres et surtout du niveau de compréhension de notre sens de responsabilité qu'on a. Donc, comme ça va être difficile. Peut-être si on était dans un B2B et qu'on avait des résultats d'un test psychotechnique, j'aurais pu vous dire, moi, je pense qu'il y a les aspects qu'il faut corriger. Mais ce que je peux vous dire, en termes d'étapes, la première des choses, c'est de vous connaître vous-même à travers un test psychotechnique. La deuxième chose, c'est de travailler sur un plan pour pouvoir parfaire les différents éléments à corriger dans votre test psychotechnique, dans votre personnalité. Et puis, le troisième élément, c'est de travailler sur vos compétences en termes de communication. Je vois M. Jaurès Mbra. Il dit, je voudrais savoir quel est l'apport du tableau de bord et l'objectif SMART dans le management moderne d'une PME. Le tableau de bord, c'est vraiment, aujourd'hui, on va dire, l'outil basique qu'on devrait avoir dans une PME. Votre tableau de bord, c'est quoi? C'est de répertorier les activités de votre PME et puis de mettre des critères de suivi. Je vous donne un exemple sur le domaine, on va dire, des ressources humaines. Lorsqu'on fait un tableau de bord de ressources humaines, on a des indicateurs. Donc, on a des indicateurs, par exemple, du taux d'absentéisme, dont les absences. On a des indicateurs sur le recrutement, des indicateurs sur la formation. Donc, on va prendre des trucs simples. Prenons l'indicateur, par exemple, sur les absentéismes. Donc, moi, dans mon tableau de bord sur les absences, chaque mois, je dois être capable d'avoir des informations pour dire combien de personnes se sont absentées. Ils sont absentés pour quelles raisons? Pour maladie, pour congé, pour absence exceptionnelle. Donc, j'ai ça. Et en passant du mois de janvier au mois de février, je vois la variation qu'il y a. Si je me rends compte qu'en janvier, j'avais 100 absences. Et dans les 100 absences, j'avais 60 absences pour congé maladie. En février, je me rends compte que j'en ai 150, dont 100 pour maladie. Ça veut dire que le chiffre ici de mon indicateur, de mon tableau de bord, me dit qu'il y a un problème quelque part.
soit mes collaborateurs tombent beaucoup malades, donc il faut que je cherche la raison, ou alors ils sont des simulés des maladies parce qu'ils n'ont pas envie de venir au travail. Donc, le tableau de bord dans une PME, il est très important parce qu'il permet de dégager des indicateurs qui permettent d'apprécier votre activité. Malheureusement, les tableaux de bord sont adaptés en fonction de votre secteur d'activité, donc on ne pourra pas vraiment dire, dans votre cas, quels sont les indicateurs qu'il faut. Mais les objectifs, les indicateurs doivent être des indicateurs SMART. Ça veut dire que quand vous mettez un indicateur mesurable, atteignable, tout ça. Mais le tableau de bord, pour revenir là-dessus, le plus important pour vous en tant que PME, il doit être simple. Il ne doit pas être compliqué. Parce qu'il doit porter sur les activités que vous faites réellement au quotidien. Il doit être capable, vous devez être capable également dans votre tableau de bord de pouvoir faire ressortir quelles sont les informations qui sont les plus indispensables pour vous dans le pilotage de votre projet. Parce que ça ne sert à rien d'avoir plusieurs tableaux, plusieurs indicateurs qui ne vous servent à rien. Il faut avoir des indicateurs qui sont adaptés à votre activité et qui vous permettent surtout de prendre une décision. Ça, c'est le tableau de bord. Sur les objectifs, quand on dit les objectifs SMART, la plupart d'entre vous, vous savez de quoi il s'agit. C'est-à-dire des objectifs qui sont atteignables, qui sont mesurables, qui sont réalistes et qui peuvent tenir dans le temps. Donc, ces objectifs-là, il y en a plusieurs types. Il y a d'abord, vous, en tant que manager, dans le gérant de PME, quels sont les objectifs que vous fixez pour votre PME? Ça, c'est un. Ensuite, ces objectifs-là, comment vous les déclinez au niveau de vos collaborateurs? Il ne faut pas seulement décliner les objectifs commerciaux. Non, il faut décliner les objectifs en termes de gestion administrative. Si je prends le cas d'une PME où vous avez un comptable, il faut que vous vous assurez, par exemple, que toutes les factures sont enregistrées à temps. Il faut que vous assurez que les déclarations des impôts qui doivent être faites sont faites à temps parce qu'il y a des délais. Il faut que vous vous assurez que les différentes pièces comptables sont rangées dans des archives, dans des boîtes d'archives correctement et de façon chronologique. Donc, ça sont des indicateurs que vous avez. Donc, vous, en tant que gérant de PME, vous pouvez faire un mini-audit chaque mois pour vous assurer que les indicateurs que vous avez mis au niveau de la fonction comptabilité sont respectés d'un mois à un autre. Et les mois où ce n'est pas respecté, qu'il y a des écarts, vous devez être capable justement de pouvoir trouver la justification de ces écarts-là pour pouvoir parfaire votre processus de business. Donc, c'est un peu comme ça qu'on gère une PME ou alors on gère des objectifs SMART dans une PME. Il faut d'abord établir un tableau de bord. Donc, il reprend toutes vos activités avec des indicateurs de performance précis. Ensuite, il faut que vous puissiez vous fixer des objectifs même pour la PME d'abord, donc qui doivent être SMART, et que ces objectifs, vous puissiez les décliner au niveau de vos collaborateurs. Merci bien, Dr Traoré. Je pense que, je ne sais pas si M. Toto a encore une question. M. Toto, Kwaku, Eugène. Oui, bonjour, monsieur. Oui, M. Toto, allez-y, si vous avez une autre question. Docteur, moi, en tant que manager, si aujourd'hui, j'ai besoin d'outils pratiques pour pouvoir diriger mon équipe, puisqu'on a pour objectif de pouvoir réaliser les chiffres d'affaires, de pouvoir faire tout pour que l'entreprise puisse tenir sur le long terme. Aujourd'hui, en termes d'outils pratiques, quels outils pratiques vous nous conseillez pour assurer le management au quotidien? Je sais qu'il y a des outils sur, comment on appelle, vous avez dit d'aller voir sur Google et autres, le test de personnalité et autres. Oui, on a ça. Mais de manière pratique, comment on peut faire pour pouvoir permettre d'assurer un management de manière prompte et sur le long terme pour pouvoir atteindre ces résultats? Première des choses, moi je vous pose, on va essayer de faire un petit diagnostic en même temps. Allons-y. Est-ce que vous avez un organigramme? Nous avons un organigramme, nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015. Nous avons des process. C'est que vous avez pratiquement tout comme outil. Parce que lorsque vous êtes certifié ISO, ça veut dire que vos procédures, vos process en interne, déjà suivent une logique de production. Ça, c'est déjà un. Mais ça reste les process. L'autre aspect que les normes ISO ne prennent pas en compte, c'est comment est-ce que vous gérez la mobilisation et l'engagement de vos collaborateurs. Voilà. Parce que les ISO, c'est beaucoup de processus, production, organisation. Maintenant, les aspects liés maintenant à tout ce qui est team building, engagement, mobilisation, motivation, sont des aspects qui sont beaucoup plus des aspects humains. Donc, ça, en termes d'outils, c'est pour ça que vous avez parlé de team building tout à l'heure. Donc, je comprends mieux la logique de votre question. En termes d'outils sur ça,
ce qu'il faudrait, en tout cas, si l'agence code le permet, c'est un accompagnement, on va dire personnalisé, parce que les structures ne sont pas les mêmes. Si on a je pense que quand les auditeurs de l'agence code viendront chez vous, ils vont certainement faire un diagnostic. Oui. Ce diagnostic va porter, bon, il n'y a pas vraiment à regarder beaucoup de choses. Ce qu'il va falloir regarder, c'est beaucoup plus au niveau de la gestion de vos hommes. Quels sont les outils que vous avez en termes de motivation et de mobilisation, mais surtout les outils que vous avez en termes de gestion de l'information et de la communication en interne. Ça, c'est un élément très important. C'est vrai que dans les normes, on va vous dire qu'il faut un tableau d'affichage, il faut un intranet, c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'est de voir la fréquence des informations. Quel est le type d'information qui est partagé à les collaborateurs? Est-ce que les informations juste opérationnelles et stratégiques? On leur donne les informations sur la vie de l'entreprise également. Est-ce qu'on leur donne les informations sur les chiffres? Je vais donner un exemple. Moi, je travaille dans une entreprise où chaque mois, on avait une réunion du personnel où on venait présenter le compte de résultat. Donc, on disait qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a dépensé, et voilà le solde résiduel du compte de résultat. Et ça permettait à chacun des collaborateurs du balayage général de voir si on était dans la bonne direction ou pas. Et surtout que le paiement des bonus était lié à la performance. Donc, si au mois, on a un outil, par exemple, de gestion des hommes, on partage l'information sur la production, sur les résultats avec eux, ça fait que chacun sait si on va payer le bonus à la fin d'année ou pas. Donc, les collaborateurs, au mois, ils savent qu'ils doivent fournir plus d'efforts pour pouvoir atteindre un type de résultat pour pouvoir avoir le bonus. Ça, c'est par exemple un outil qu'on a utilisé là-bas. Donc ça, c'est vraiment l'accompagnement au cas par cas qu'on devrait faire et voir d'abord qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait, et puis si éventuellement il y a des écarts à corriger, on peut les corriger avec vous. Sinon, si je mets à dire quoi les astuces, comme ça en partant, je vais dire c'est un peu du charlatanisme parce que ça peut ne pas être adapté à votre besoin. C'est ça. D'accord, merci docteur. Ok. Je vois M. Mbra qui demande, il dit, à vous entendre, docteur, cela fait appel à la planification marketing et au management cockpit. Sur la planification stratégique ou la planification des ressources humaines ou la planification logistique, ça suit en général la même démarche qui part de l'analyse, diagnostic toujours, pour sortir des écarts et puis mettre en place un plan d'action. En général, c'est toujours comme ça. Donc, la démarche, elle est la même, quel que soit le secteur, le domaine dans lequel on se retrouve. Le management au cockpit ici, c'est beaucoup plus par indicateur, par tableau de bord. Donc, oui, ça fait appel à ces deux éléments. Moi, je dirais plutôt que ça fait appel à la planification, pas forcément marketing, mais au management cockpit, parce que ici, ce qu'il faut, c'est d'être capable de pouvoir identifier des indicateurs pour chacune des activités de notre organisation. Et on est capable de le faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, en tant que gérant de PME, il faut lever la tête dans l'opérationnel pour aller beaucoup plus dans le stratégique. Donc, on va identifier nos activités, on va identifier les indicateurs de performance pour chacune des activités qu'on a dans notre PME et qui nous donne justement un tableau de bord de pilotage qui nous permet de voir si on est dans la bonne direction dans l'atteinte de l'objectif ou pas. Monsieur Ngoran? Oui, docteur, je suis là, docteur. Oui, je pense que dans le chat, nous sommes connectés parce que le contenu. OK. Je pense que je ne vois pas de nouvelles questions et je ne sais pas si les participants, s'il y a quelqu'un qui a une question encore, on a encore au moins une quinzaine de minutes. Donc, s'il y a de nouvelles questions, s'il n'y en a pas, voilà, il y a monsieur Mbra qui a... Oui, activez votre micro, monsieur Mbra. Monsieur Jaurès Mbra. Monsieur Kwako peut désactiver son micro et puis également... Oui, monsieur Kwako, vous pouvez désactiver. Monsieur Kwako est jeune, Toto. Veuillez désactiver votre micro, s'il vous plaît. Voilà, monsieur Mbra, allez-y. Oui. Bonjour, monsieur. Vraiment, je remercie le doc pour sa brillante exposé, mais je voudrais savoir, étant donné que la communication interne, sinon la communication externe est le continuum de la communication interne. Dans ce cas, comment le manager doit s'y prendre
pour avoir une bonne synergie entre les deux communications pour être efficace? Déjà sur ça, ce que je voudrais dire dans le cadre de notre formation, les premiers ambassadeurs de votre organisation à l'extérieur sont vos collaborateurs. C'est un. Si vos collaborateurs comprennent votre business, qu'ils sont engagés avec vous, ils sont les premiers porte-parole de votre business, de votre PME à l'extérieur. Deuxième chose, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on arrive à faire la synergie entre la com interne et la com externe? D'abord, la communication en elle-même, c'est d'abord, on va dire, c'est un ensemble. Il faut d'abord définir c'est sur quoi on communique. Est-ce qu'on communique sur les produits? Est-ce qu'on communique sur l'organisation? Est-ce qu'on communique sur les valeurs? Ça, c'est un. Donc, si on décide pas de communiquer sur les produits aujourd'hui dans notre PME, parce que ce qu'on veut, c'est de gagner des parts de marché, ça veut dire qu'en interne, déjà, on va former tous nos collaborateurs, donc du balayeur jusqu'au DG sur nos produits. De sorte que même le balayeur qui n'a rien à voir avec la production puisse être capable de dire le minimum d'informations sur notre produit. Ça, c'est un. Voilà. Donc, dans ce continuum-là, le produit va également tenir compte de ça. Donc, on va vendre des produits à travers les différents canaux qu'on a, la télé, la radio, le digital ou les affiches. Mais les informations qui sont publiées, donc tu as tout ce qui va comme créer la conception du message en lui-même, tout ce qui va comme charte graphique qui va avec pour pouvoir atteindre la cible. Mais l'idée dans tout ça, c'est que lorsqu'on commence à communiquer sur un produit à l'extérieur, il serait bon qu'à l'intérieur, ceux qui sont nos premiers ambassadeurs soient également au même niveau d'information que les clients à l'extérieur. De sorte à ce que s'il y a une question qui est posée éventuellement à un collaborateur en interne, que ce soit la même information qui soit donnée à l'externe. Si on communique sur notre entreprise, donc en termes de communication institutionnelle, par exemple, en ce moment-là, ça veut dire que toutes les informations qu'on estime être nécessaires ou utiles dans la compréhension des collaborateurs par rapport à notre organisation, elles doivent être à la fois connues par les collaborateurs en interne avant ou alors dans le même temps qu'on fait la communication en externe. Donc, ce continuum-là, il est important parce que si vous communiquez à l'externe sur les éléments et qu'en interne, les collaborateurs ne savent pas de quoi il s'agit, sont amenés à parler de notre organisation à l'extérieur. Donc, effectivement, il faut une synergie entre les deux. Il faut surtout que le message qui soit passé à l'extérieur soit le même message qui soit passé à l'intérieur. Bon, les différents canaux, on peut les adapter en fonction de notre budget, de la disponibilité des canaux qu'on a à notre niveau. Monsieur Mbra? Monsieur Mbra, c'est bon? Oui. Oui, vous me permettez une dernière question? Allez-y, allez-y. OK, merci beaucoup. Je voudrais demander à docteur, parce que j'ai eu un petit problème sur le Lean Production. Il a fallu un de mes collaborateurs pour que je puisse avoir la notion de Lean Production dans le domaine du management. Mais comme lui, il est un docteur, je voudrais qu'il approfondisse un peu pour qu'il puisse, ou bien qu'il m'oriente pour qu'il puisse faire des recherches dans ce sens. J'avoue que sur cette notion, je n'ai pas, sur ce concept du moins, je n'ai pas beaucoup de notions de Lean Production parce que je ne sais pas ce qu'il entend par Lean. Parce que moi, je traduit littéralement, c'est la production de lignes, mais je ne vois pas trop exactement. Non, donc ça rentre, selon mon collaborateur, ça rentre dans la gestion des stocks aussi. Non, moi j'ai pas, je serais honnête de dire que je n'ai pas de connaissances approfondies en gestion logistique. Moi, je suis beaucoup plus orienté organisation, capital humain, digitalisation. Mais si vous lancez la recherche en ligne, vous êtes capable d'avoir beaucoup de formations en ligne, de MOOC là-dessus. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce concept. Ah, OK. D'accord, c'est bon, monsieur Mbra? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous. Merci d'avoir participé. Est-ce que nous avons encore des questions? Je crois que non. Monsieur Toto a encore la main levée. Je ne sais pas si c'est pour poser une question. Monsieur Toto, est-ce que vous avez une question? Ah bon, la main, il a baissé la main. Monsieur Toto est encore revenu. Il y a une question
de M. Seebo Diarra, qui est intéressante, qui dit, dans cette approche de management de proximité, que devient la mission d'une personne qui occupe la fonction de directeur général? Cette question est importante. Pourquoi? Je le disais, j'ai dit, lorsqu'on est dans le cadre d'une PME, on est au démarrage ou on est en phase de croissance, donc on a peut-être 2, 3, 4, 5 collaborateurs. On est à la fois le gérant, le directeur de la production et le directeur marketing. Donc, on est à la fois tout, si vous voulez. Et donc, on cumule les fonctions de manager de proximité, de manager intermédiaire et de manager dirigeant. Mais si on est dans une PME beaucoup plus évoluée, où on a déjà une organisation, où on a des directions des services, en ce moment, le directeur général ne fait plus de management de la proximité. Il est au niveau N+3 du management. Il fait beaucoup plus, 70% de leadership et de vision et de stratégie, et seulement 30% de management de proximité, où il va juste descendre souvent pour voir si les choses fonctionnent correctement, faire des check-up périodiques sur les lignes de production, mais sur le marché, pour s'assurer que la stratégie qui a été définie est bien celle qui a été respectée. Mais il passera beaucoup plus de temps dans la réflexion stratégique que dans l'opérationnel. Mais comme la plupart des PME ne sont pas à ce niveau, où le gérant cumule à la fois les fonctions de directeur général, de gérant et de manager intermédiaire, de manager de proximité, ça peut être beaucoup plus intéressant pour cela. D'accord. C'est bon? Docteur, vous avez fini? Oui, moi j'ai fini. D'accord. Je pense qu'on a plus d'intervention. Je pense qu'on a plus d'intervention. Et il n'y a plus de questions dans le chat non plus. Donc, nous allons mettre fin à notre session. En tout cas, merci beaucoup, Dr Traoré. Merci pour cette formation. Merci à vous également, chef d'entreprise. Je voulais rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement, à la suite de Dr Traoré et de M. Patrice Savadogo, les spécialistes recrutés seront avec vous en entreprise, je le répète encore, pour mettre en œuvre de façon concrète et implémenter des outils de gestion dans vos différentes structures qui sont en lien avec les formations que vous recevez du Dr Traoré et de M. Patrice Savadogo. Aussi, je voulais rappeler que le vendredi 14h30, nous avons encore une formation avec vous qui porte sur l'entreprise et les administrations fiscales et sociales. Là, on va parler spécifiquement, ça sera avec M. Patrice Savadogo, on va parler spécifiquement de certaines difficultés que vous avez, des informations que vous n'avez pas et des difficultés que vous rencontrez dans votre gestion quotidienne avec les impôts, on va le dire simplement comme ça, et avec la CNPS. Voilà, donc il va falloir vous connecter. Vous aurez un enseignement, une formation assez dense là-dessus avec M. Paté. Et puis, à la suite de cela, on va vous donner également le programme de la semaine prochaine. Comme je le disais tantôt, ce que M. Paté et Dr Traoré font, des appuis techniques vous seront apportés en entreprise. Là, on parle de CNPS. Donc, on va vous montrer un peu quelles sont les initiatives à prendre, quels sont vos droits et vos obligations également vis-à-vis de l'administration fiscale et vis-à-vis de l'administration sociale. Donc, merci à vous. Oui, il y a quelqu'un qui pose la question à savoir si la vidéo sera publiée. Oui, la vidéo sera mise en ligne. Les supports de formation également vous seront partagés dans le courant de cette semaine. Merci. Dr Traoré vient de vous envoyer également son adresse mail. Ceux qui ont envie d'aller plus loin, rentrer en contact avec le docteur pour bénéficier de certains appuis en dehors même de ce que nous faisons, vous pouvez lui adresser un mail et puis il pourra entrer en contact avec vous. Merci à tous. Docteur, merci beaucoup. Si vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte. Je voudrais juste terminer pour dire aux uns aux autres que le management est une science très dynamique. Il n'y a pas de vrai ou de faux. Ce qu'il faut, c'est beaucoup plus adapter notre façon de gérer les hommes, notre communication en fonction de la situation qu'on a en face de soi et surtout en fonction de l'étape d'évolution de notre PME. Donc, on a des PME où on va commencer peut-être au départ avec un système autocratique ou autoritaire, mais qui va nous permettre d'évoluer progressivement vers un système beaucoup plus social, beaucoup plus humain. Donc, il ne faudrait surtout pas croire que le système qu'on a aujourd'hui est mauvais, non.
Il faut juste voir quel est le niveau d'évolution de notre PME et adapter notre façon de voir ou de diriger en fonction. Au-delà de ça, je reste disponible avec l'Alliance Côte d'Ivoire PME. Pour ceux qui auraient besoin d'accompagnement spécialisé aussi, on pourrait regarder ça ensemble. Merci. Merci, docteur. Merci à tous les participants, à toutes les chefs d'entreprise. Et puis, on va se dire vendredi 14h30. Merci et bonne semaine. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.